Alors, on est en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir aux auditeurs qui nous rejoignent petit à petit. Et bonsoir, Céline Braconnier. Bonsoir. Alors, c'est une émission un peu particulière qui nous réunit aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la dernière émission de la vie de recherche, en tout cas la dernière de l'année universitaire. Et pour rappel, le principe de l'émission est assez simple. Nous questionnons l'actualité sous l'angle de la recherche universitaire française, aux côtés de chercheurs qui ont accepté de répondre à nos questions. Et c'est une émission qui est réalisée en partenariat avec Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et la Revue libre des sciences humaines et sociales. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Céline Braconnier. Vous êtes justement directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, spécialiste de la participation électorale et des comportements électoraux. Vous enquêtez notamment sur le phénomène de l'abstention, auquel vous avez consacré entre autres un ouvrage intitulé La démocratie de l'abstention, dont on sera justement amené à parler. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs qui nous rejoignent qu'ils peuvent participer en posant leurs questions dans le live. Je les lirai et je les transmettrai à notre intervenante. Donc n'hésitez pas. Alors s'il y a bien un sujet qui a fait la une de tous nos journaux ces derniers jours, voire ces dernières semaines, c'est bien le record d'abstention enregistré au premier et au second tour des élections régionales et départementales. Ce sont près de 2 électeurs sur 3 qui ne se sont pas rendus aux urnes et on va essayer ensemble de comprendre pourquoi finalement la France est devenue une démocratie de l'abstention comme vous l'écrivez. Alors, je vous propose de commencer directement par le cœur de vos travaux. Dans votre ouvrage, La démocratie de l'abstention, vous écrivez en France, la participation aux élections a longtemps été massive, et bien que le vote n'ait jamais été obligatoire, l'abstention est restée jusqu'à une période très récente un phénomène relativement secondaire. Alors, ma question est simple, depuis quand sommes-nous entrés dans un cycle de basse mobilisation électorale? Alors, on a basculé dans un cycle de basse mobilisation à la fin des années 80. On commence à enregistrer au tournant des années 90 des niveaux d'abstention pour tous les types de scrutins qui s'accélèrent à des rythmes un peu variés en fonction des scrutins, mais qui sont assez généralisés. Jusqu'à affecter en 2002 le premier tour de l'élection présidentielle qui, pour la première fois, approche les 30% d'abstention. Et qui nous a fait poser la question d'un basculement complètement généralisé qui affecterait aussi la présidentielle. Puisque le livre dont vous parlez, La démocratie de l'abstention, que j'ai écrit avec Jean-Yves Dormagen, avec qui je travaille sur ces questions depuis une vingtaine d'années, il est paru en 2007 et il rend compte d'une enquête qui a commencé en 2002. Et donc, au début de cette enquête, il y a eu ce taux d'abstention très important, y compris au premier tour de la présidentielle, qui nous a fait poser la question d'un basculement dans l'abstention qui affectait l'intégralité des scrutins. Avec le recul, on s'aperçoit qu'on a bien continué de basculer dans une démocratie de l'abstention, puisque ces taux d'abstention qu'on enregistre au cours des années 90, qui ne font que s'amplifier, n'ont cessé de s'amplifier. On a battu des records historiques successifs d'abstention pour tout un tas de scrutins. Et encore une fois, en 2017, par exemple, pour les législatives, qui constituent le grand scrutin de référence, parce que c'est le scrutin qui marque le début de l'histoire du suffrage universel en France. Et donc, quand on suit la courbe de la participation aux législatives, c'est très, très frappant. On est pendant extrêmement longtemps autour de 20% d'abstention, sauf accident. Et puis, au tournant des années 2000, on approche les 40% d'abstention. On est à 39,7, c'est le titre d'un de nos chapitres. Et là, en 2017, on a battu un record absolu puisqu'on a enregistré 57% d'abstention au deuxième tour des législatives. Ce qui, il y a 20 ans encore, était un chiffre de l'abstention inimaginable pour ce type de scrutin central qui contribue à la désignation des députés, et donc il y a une élection extrêmement importante en France. Donc, il y a eu une augmentation
de l'abstention pour tous les scrutins, simplement par comparaison avec ce qu'on voyait au début des années 2000, où on avait l'impression que la présidentielle pouvait aussi être affectée. Le recul nous permet de voir que la présidentielle se distingue vraiment et échappe pour grande partie à ce basculement, en continuant à mobiliser très massivement la population, même si après une très forte mobilisation en 2007, on n'a fait qu'enregistrer une décrue de la participation qui perd à chaque fois quelques points, mais c'est de façon beaucoup plus contenue que pour les autres scrutins. On a encore très, très massivement voté en 2017, même si c'était un peu moins qu'en 2012 et encore un peu moins qu'en 2007. Donc, on est clairement dans une démocratie d'abstention. Les élections de dimanche dernier l'ont confirmé, dans laquelle les citoyens tendent à ne se mobiliser désormais que de temps en temps et de plus en plus uniquement pour la présidentielle. Il y a des catégories entières d'électeurs qui tendent à ne se rendre aux urnes que pour participer à l'élection du président de la République. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit bilan donc des 2 derniers scrutins, donc les régionales et départementales, en matière d'abstention? Et au regard de ce que vous avez dit finalement, est-ce que l'ampleur de cette abstention, elle est vraiment surprenante? Non, elle n'est pas surprenante, puisque, encore une fois, elle prolonge une démobilisation qui est continue depuis une vingtaine d'années et qui n'a fait que s'amplifier. Donc, cette amplification se poursuit. Sans doute, le contexte de la crise sanitaire a-t-il ajouté ces obstacles à la participation, mais cette part de l'abstention liée spécifiquement à la crise sanitaire est sans doute extrêmement réduite, tant le facteur apparaît comme, la démobilisation apparaît comme structurelle. Et quand on regarde la composition, les catégories qui sont le plus démobilisées, on est aussi dans une structure de l'abstention qui est identique, quel que soit le scrutin, et qui n'a été que confirmée par ces régionales et ces départementales qui n'ont rien changé la sociologie de l'abstention. Donc, le facteur crise sanitaire, il a sans doute joué, notamment dans le fait qu'en rendant pratiquement impossible une campagne électorale, il a privé un certain nombre de citoyens de l'entraînement qui est nécessaire au déplacement vers les urnes, qui traditionnellement est assez léger quand même pour des régionales et des départementales, mais qui peut jouer un rôle dans la participation d'une petite partie de la population et qui là n'a pas pu produire son effet d'entraînement. Donc indirectement, le contexte sanitaire a sans doute joué, mais dans des proportions évidemment difficiles à identifier très précisément, mais dans des proportions qu'on estime sans doute réduites. Les facteurs structurels de l'abstention, qui sont aussi bien politiques que sociaux et démographiques, ont joué à plein aux élections départementales et régionales de 2021. Alors, vous disiez justement que la présidentielle était moins affectée par la poussée abstentionniste et je voudrais vous demander si vous estimez que c'est une contradiction et finalement, vous avez commencé à répondre un petit peu à cette question, mais qu'est-ce que ça révèle sur l'évolution des comportements électoraux? Alors, ça révèle une participation différenciée en fonction du type de scrutin. On a des données assez précises qui montrent que la part d'électeurs constants qui votent à tous les scrutins vraiment diminue avec le temps. On l'estime aujourd'hui à un tiers des électeurs. Pour une séquence électorale comme celle de 2017, qui associe les 2 tours de la présidentielle et les 2 tours des législatives, voilà, les électeurs constants sont un tiers des inscrits, alors que jusqu'à il y a quelques années, ils constituaient encore la moitié des inscrits. Donc, le noyau d'électeurs constants s'abaisse. La part d'électeurs qui, à l'inverse, s'abstient systématiquement tente à augmenter.
La majorité des électeurs aujourd'hui sont devenus des électeurs intermittents qui tendent à ne se déplacer que pour la présidentielle et parfois un autre scrutin, parfois les municipales, même si ça a été beaucoup moins le cas l'année dernière du fait pour le coup de la crise sanitaire qui a tenu éloigné des urnes des catégories d'électeurs qui habituellement sont très votants, notamment des personnes âgées. Hein, mais sinon, on a vraiment un phénomène très marquant, qui est le plus marquant de l'évolution des comportements électoraux, qui est celui de la diffusion, de la généralisation du vote très intermittent. Alors, à quoi ça renvoie et pourquoi cette différence de niveau de participation entre ces types de scrutins? L'élection présidentielle présente la particularité d'être une élection de forte intensité, relayée par des médias grand public, avec une offre qui est facile à décrypter parce qu'elle est incarnée dans des personnes qui sont en général mises en scène dans ce qu'elles peuvent avoir de clivant. Et le clivage, eh bien, ça mobilise pour et ça mobilise contre. Et donc, c'est une élection qui aussi, par l'ampleur de sa médiatisation, a la capacité d'activer des dispositifs d'entraînement à la participation électorale. Je vais prendre un exemple très concret. Lors d'une élection présidentielle, il est question de politique et d'élections bien au-delà des seules émissions spécifiquement consacrées à la politique. Hein, il en est question dans des émissions de variété, par exemple, dans des émissions sportives. Et ça donne lieu à discussion. Et donc, ça produit des effets, y compris dans des environnements où on est assez loin de la politique et de l'espace institutionnel. Et puis, dans chaque groupe, celui qui a entendu parler ou qui a regardé une émission dans laquelle il a entendu un candidat s'exprimer, par exemple, eh bien, alimente lui-même des discussions avec son entourage qui peut être un peu moins politisé que lui. Et tout ça, ça produit des effets d'entraînement, de discussion, de stimulation au vote qui expliquent que la présidentielle soit encore capable de mobiliser assez massivement au-delà des citoyens qui n'ont pas besoin d'être entraînés pour aller voter. Et ça, ce sont les citoyens qui sont politisés, intéressés par la politique, souvent les héritiers d'ailleurs de familles qui elles-mêmes étaient déjà politisées. En dehors de cette part réduite de citoyens très politisés, la campagne, les discussions, la stimulation par l'entraînement du groupe joue un rôle très important dans la mobilisation encore massive qu'on enregistre pour la présidentielle. Donc, les enjeux sont plus faciles à décrypter. L'offre est relayée par les médias grand public d'une façon sans équivalent, évidemment, pour des élections locales ou européennes. Et donc, tout cela produit un différentiel de participation qui est particulièrement marqué pour certaines catégories, notamment pour les jeunes. Je vais vous donner un chiffre qui est très parlant. En 2017, les 18-30 ans, donc on entend la jeunesse de façon un peu large, les 18-30 ans n'ont voté qu'à 27% pour les élections législatives. Or, un mois auparavant, les 18-24 ans avaient voté à raison de 72% à la présidentielle et les 25-29 ans à raison de 66% à la présidentielle. Donc, vous voyez, il y a un différentiel de participation entre la présidentielle et les législatives qui est extrêmement marqué pour les catégories les plus jeunes, alors qu'il est beaucoup plus réduit pour les personnes plus âgées qui votent quand même moins à la présidentielle, mais qui continuent quand même de voter beaucoup plus. Et comment on explique, en l'occurrence, ce différentiel de participation lié à l'âge? Il y a deux facteurs essentiels. Il y a d'une part l'âge lui-même. En fait, on vote plus quand on est plus intégré socialement. Donc, l'âge a toujours été un facteur très important de la participation électorale. Quand on est plus stable au plan professionnel, géographiquement, familialement, eh bien, on a tendance à voter davantage. En gros, l'engagement politique, la participation politique prolonge d'autres formes d'intégration sociale. Et aujourd'hui, on fonde une famille plus tard qui a 30 ans.
Aujourd'hui, on est stable professionnellement plus tard qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, le chômage affecte des jeunes dans des proportions plus importantes qu'il y a 30 ans. Donc, tout ça explique que le facteur âge joue plus aujourd'hui qu'avant. Mais à ce facteur âge, qui explique des différences de niveau de participation, s'ajoute aujourd'hui un facteur très important qui est un facteur générationnel. Les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui ne culpabilisent pas de s'abstenir, ou beaucoup moins en tout cas que les personnes qui ont 60 ans et plus, qui continuent d'aller voter même quand elles ont du mal à comprendre par exemple des programmes ou les enjeux d'une élection. Même quand elles sont désenchantées dans leur rapport à la politique, elles continuent d'y aller par devoir, par sentiment de reconnaissance à l'égard des générations qui se sont battues pour obtenir le droit de vote, par souci aussi de rendre, voilà, de reconnaître la valeur de la démocratie, par compréhension aussi des situations dans les pays où le vote n'est pas libre et n'est pas possible. Voilà, mais c'est très générationnel. Aujourd'hui, ça n'est plus suffisant pour faire voter les jeunes qui ne se déplacent que lorsqu'ils comprennent pourquoi ils se déplacent. Et lorsque ni les enjeux ni les programmes ne leur paraissent clairs, eh bien, ils ne se déplacent pas. Il y a une forme d'exigence à l'égard de l'offre électorale qui est beaucoup plus marquée du côté de ces jeunes qui sont issus finalement de la démocratisation scolaire que du côté des générations plus âgées qui votent par devoir et parfois aussi par habitude. Parce que le vote, la pratique électorale, ça s'acquiert aussi par habitude. On sait très bien qu'il y a des très belles études qui montrent que quand on vote plusieurs fois d'affilée, on a plus de chances de rester un électeur relativement constant. Donc, voilà, il y a ce différentiel de participation lié à l'âge qui renvoie aussi à un facteur générationnel et extrêmement marqué et cumule ces deux grandes raisons. Alors, donc, vous nous avez expliqué que finalement, les gens les plus politisés votent globalement plus, que le facteur générationnel est central et qu'il y a un différentiel lié à l'âge. Et ma question, elle est un peu dans cette continuité-là. Je voulais vous demander si la progression de la démobilisation électorale, elle touche de manière égale les milieux sociaux. Non, vous avez tout à fait raison. Il y a le facteur âge qui compte, mais il y a aussi évidemment des facteurs sociaux. Il y a des déterminants sociaux très forts de la participation électorale. Et lorsqu'on enregistre une abstention de niveau élevé, on enregistre aussi des inégalités très fortes de participation électorale entre les milieux sociaux. Pour faire vite, plus on est fragile économiquement, moins on vote. Plus on a besoin de campagnes électorales de forte intensité, de mécanismes d'entraînement pour aller voter. De la même façon, moins on est diplômé, moins on vote. Moins on est prédisposé à participer et à être constant dans sa participation électorale. Donc, et ça, comme l'âge, ce sont des facteurs qui comptent de plus en plus avec le temps. On a calculé l'évolution du différentiel de participation entre les différentes catégories d'électeurs entre 2007 et 2017. Et on s'est aperçu que le différentiel lié à l'âge avait été multiplié par 3 entre 2007 et 2017. Le différentiel de participation entre la catégorie d'âge la plus votante et la catégorie d'âge la moins votante. Donc, les 25-29 ans pour les moins votants et puis les 60-65 ans pour les plus votants. Donc, multiplié par 3 entre 2007 et 2017. Eh bien, on enregistre aussi un facteur social qui est multiplié par 3 dans ses effets. Le différentiel de participation entre les ouvriers et les cadres a été multiplié par 3 entre 2007 et 2017. Pourtant, là, je vous parle de l'élection présidentielle, qui est une élection qui, parce que la participation y est importante, tend à réduire les écarts entre les groupes sociaux. Donc, quand on parle d'une élection comme les régionales ou les départementales de dimanche dernier, ce différentiel entre les différentes catégories, il est encore plus important et il s'est confirmé. Alors, il faudra un peu de temps pour avoir des données solides et précises sur le différentiel de participation entre les ouvriers et les cadres, par exemple,
au régional qui viennent de se dérouler. En revanche, on a déjà des indicateurs assez parlants de ces différentiels. C'est le fait de regarder les différences de participation entre les territoires qui sont très marqués socialement. On a battu les records d'abstention lors des régionales et des départementales dans les mêmes villes dans lesquelles on avait déjà battu les records d'abstention aux municipales et puis aux législatives de 2017. C'est-à-dire, en gros, des villes qui ont beaucoup de quartiers populaires et dont les populations sont plus jeunes que la moyenne, sont plus fragiles économiquement, dont les jeunes sont plus affectés par le chômage, qui sont aussi moins diplômés. Donc, il y a un taux qui nous a tous marqués. Hein. On a voté à raison de 11% à Vaux-en-Velin au premier tour des régionales et des départementales. À l'échelle de la ville de Vaux-en-Velin, le taux de participation a été de 11%. Donc, vous vous rendez compte du niveau de participation. Les jeunes auraient voté pour ces élections à raison de 15-20% en fonction des instituts de sondage. Mais là, ce ne sont pas des données de sondage, ce sont des données enregistrées par le ministère de l'Intérieur qui montrent cette cartographie très différenciée de la participation. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on aurait pu s'attendre à ce que l'ampleur de l'abstention, comme elle affecte tout le monde, écrase ce différentiel et ces inégalités. Et bien, pas du tout. Puisque voilà, on a voté 3 fois moins à Vaux-en-Velin qu'on a voté dans les centres-villes plutôt privilégiés. Donc voilà, ces différences sociales de participation électorale sont très marquées et c'est aussi la raison pour laquelle on ne peut pas se satisfaire de cette abstention. On ne peut pas s'en accommoder parce qu'elle affecte très différemment les groupes et les milieux sociaux et qu'elle laisse à l'écart du vote des catégories entières de la population au point de mener à des votants qui ne sont pas du tout représentatifs de l'électorat potentiel. Quand on dit que seuls 15% des jeunes votent, ou quand on dit que seuls 11% des habitants de Vaux-en-Velin ont participé, c'est dire qu'il y a des catégories entières de la population qui ne font plus entendre leur voix dans le cadre de la démocratie représentative, avec plein de faits, évidemment, en retour. Et en tout premier lieu, le fait que, évidemment, les programmes électoraux sont en priorité adressés aux catégories qui votent. Et que les politiques publiques aussi tendent à être d'abord produites pour satisfaire les intérêts de ceux qui savent énoncer leurs intérêts, défendre leurs intérêts. Et donc, ça alimente une spirale d'exclusion électorale, puisque moins on se sent concerné par des programmes et des politiques publiques, plus on se tient à l'écart du vote. Et c'est la raison pour laquelle ces taux d'abstention faramineux ne peuvent pas se poursuivre et doivent nous interroger, voilà, le fonctionnement de notre démocratie représentative. On ne peut pas se satisfaire ni de cette désertification des urnes, ni des inégalités de participation électorale que cette désertification dissimule. Alors, le live suscite beaucoup de réactions, on a beaucoup de questions. Je ne vais pas les poser tout de suite, je les poserai un peu plus tard. Donc, Jonathan, Emma et Anita, on a vu vos questions, on les posera très bientôt. Avant ça, je voulais vous demander, toujours dans la continuité de ce que vous êtes en train de dire, qu'est-ce que nous révèle l'étude de l'inscription électorale sur l'exclusion électorale justement des milieux populaires? Est-ce que la non-inscription, c'est une réalité qui est exclusivement concentrée au sein de ces milieux? Et puis, est-ce que vous pouvez nous parler de la mal-inscription? Alors, vous avez raison, ce sont des sujets qui paraissent un petit peu techniques et qui, en réalité, expliquent une part de l'abstention. Alors, évidemment, quand on a enregistré les taux d'abstention des régionales et des départementales, les questions d'inscription compte moins pour expliquer l'abstention parce qu'elle est tellement énorme que le facteur compte moins en lui-même que d'autres facteurs, comme les facteurs sociodémographiques ou ceux, j'imagine, sur lesquels on reviendra, qui relèvent du désenchantement politique qui est généralisé. Mais notamment pour les élections municipales et a fortiori pour la présidentielle, les questions d'inscription constituent des facteurs de mise à l'écart de certaines catégories de la population. Alors, les non-inscrits, ils sont très nombreux.
Ça concerne plus de 5 millions. En 2017, 5 200 000 personnes n'étaient pas inscrites sur les listes électorales, donc étaient empêchées de voter, tout simplement, alors que ces 5 200 000 personnes avaient l'âge de voter et puis étaient en droit de voter. Mais faute d'être inscrites sur les listes, elles ne pouvaient pas le faire puisque la France reste une des grandes démocraties occidentales à imposer à ses électeurs une étape préalable à l'exercice de son droit de vote, qui est cette inscription sur les listes électorales. Alors, à côté de ces non-inscrits qui renvoient à une sociologie tout à fait caractéristique. La non-inscription, elle affecte en tout premier lieu les milieux populaires et les mêmes catégories qui s'abstiennent le plus du fait de leur fragilité économique et de leur faible niveau de diplôme, avec en plus un critère tout à fait distinctif de la non-inscription qui est l'origine étrangère. Les Français d'origine étrangère qui ont acquis leur nationalité tardivement font partie des Français les moins bien inscrits sur les listes électorales. C'est d'ailleurs la raison, j'en profite pour le signaler, qui explique la réforme de la procédure d'inscription qui a été mise en œuvre pour la première fois en 2019 et qui s'est traduite par désormais donc l'inscription automatique, l'inscription d'office des Français qui acquièrent la nationalité. Donc le jour même de l'acquisition de la nationalité, ils sont inscrits d'office sur les listes électorales. Mais donc une sociologie tout à fait particulière de la non-inscription qui affecte en particulier les jeunes hommes peu diplômés et très fragiles économiquement et qui les tiennent à l'écart des urnes. La malinscription, en revanche, renvoie à une toute autre sociologie. Qu'est-ce que c'est que la malinscription ? Ça renvoie à la situation de ne pas être inscrit là où on réside le jour du vote. On a, à 18 ans, bénéficié d'une inscription d'office. Tous les jeunes, aujourd'hui, bénéficient, depuis la fin des années 90, d'une inscription d'office sur les listes électorales. Et la plupart du temps, quand ils bénéficient de cette inscription, ils résident encore chez leurs parents. Et donc, ils sont inscrits à cette adresse-là. Et puis, progressivement, évidemment, ils déménagent. Soit qu'ils aillent faire leurs études ailleurs, soit qu'ils fondent une famille, soit qu'ils trouvent un travail. Enfin, voilà, on a plein de raisons, même si c'est plus tard aujourd'hui qu'il y a 20 ans, de partir de chez ses parents à un moment donné. Et ces jeunes qui quittent le foyer parental ne se réinscrivent pas sur les listes électorales et donc continuent d'être inscrits chez leurs parents et découvrent souvent le jour du vote qu'ils doivent opérer un déplacement jusqu'au domicile parental pour pouvoir voter. Et ça crée un obstacle à la participation qui est d'autant plus important et qui peut se révéler même rédhibitoire qu'on est peu politisé. Quand on est très politisé, où qu'on soit inscrit, on trouvera les moyens d'aller voter, on fera une procuration, ou alors on prendra le train, on ira voter. Quand on habite dans une grande ville, on prendra le métro et on ira voter. Quand on est peu politisé, et qu'on a besoin d'être entraîné pour aller voter, le moindre obstacle diminuera les chances de participer aux élections. Et donc, cette situation de malinscription, elle produit de l'abstention presque mécanique liée à cette situation géographique de distorsion entre le lieu de résidence et le lieu d'inscription. Et elle concernait en 2017, qui est la dernière mesure précise du phénomène dont on dispose, elle concernait 7 600 000 personnes. Donc, si on ajoute les 5 200 000 non inscrits et les 7 600 000 mal inscrits, on avait un quart des inscrits, un quart du corps électoral potentiel qui avait des problèmes d'inscription en France. Un quart, c'est énorme. Et on a, en étudiant la malinscription, en identifiant ce phénomène, et puis en essayant de le mesurer, on a d'abord identifié ce phénomène avec Jean-Yves Dormagien en étudiant des quartiers populaires et on a cru à un moment donné que c'était un phénomène qui affectait en particulier ces milieux-là, notamment parce que dans les quartiers populaires, il y a un turnover résidentiel qui est très important. Les locataires tournent beaucoup, il y a un fort renouvellement de la population et on avait calculé à partir d'enquêtes de terrain que la malinscription dans ces quartiers-là, ça atteignait 25% des inscrits.
Mais en travaillant de façon plus générale, en essayant de mesurer le phénomène dans d'autres milieux et à l'échelle nationale, notamment avec l'INSEE, hein, on s'est associé à l'enquête participation et inscription de l'INSEE en 2017 et on a pu identifier le phénomène sur un échantillon beaucoup plus large et sur un échantillon représentatif de la population française. On s'est aperçu que c'est un phénomène qui affecte 15% des inscrits au niveau national et que sociologiquement, il est extrêmement diversifié. Donc, autant la non-inscription affecte d'abord et avant tout les milieux populaires, dont on n'est pas sûr qu'ils iraient voter s'ils étaient inscrits, hein, en tout cas sans accompagnement, sans entraînement, alors que la malinscription affecte tous ceux qui, en réalité, déménagent plus que la moyenne, sont plus mobiles géographiquement que la moyenne, et ça renvoie aussi bien au turnover résidentiel des quartiers populaires que à la mobilité géographique des jeunes cadres qui changent pour leur travail de ville assez fréquemment, qui quittent les centres-villes quand ils ont leur deuxième enfant pour s'installer un peu plus loin et qui procrastinent et qui ne se réinscrivent pas et qui sont plutôt politisés et qui ne votent pas tout simplement parce qu'ils réalisent très peu de temps avant de voter que finalement ils n'ont pas changé leur lieu d'inscription et que ça va être compliqué. Donc, il y a un taux de mal-inscrits chez les étudiants également qui est faramineux et qui explique d'ailleurs que dans les villes universitaires, on ait des sociologies des inscrits qui soient assez éloignées de la sociologie des habitants. Hein, tellement ce phénomène de malinscription des étudiants est fort. Et évidemment, les étudiants, alors évidemment, pour les départementales et les régionales, on pourrait en parler. Hein, la plupart des étudiants n'ont pas voté, hein, puisque la plupart des catégories n'ont pas voté. Une toute petite partie des différentes catégories se sont déplacées. Mais la malinscription ajoute son obstacle à cette non-participation. Bon, à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye comme ailleurs, hein, on a eu l'occasion d'interroger les étudiants qu'on croisait et qui passaient par exemple l'examen du grand oral. On a par curiosité posé la question de la participation. Voilà, et on n'a pas été étonné de constater que certains n'avaient pas été au bout de la procuration, ils n'avaient pas réussi à faire leur procuration, que la plupart étaient mal inscrits, voilà, et que certains étaient aussi restés loin des urnes par désintérêt. Donc voilà, même dans des instituts d'études politiques, où on concentre quand même a priori les étudiants les plus politisés, donc les plus prédisposés à participer au rituel électoral, on a enregistré un taux de participation extrêmement faible et la situation de malinscription est un des facteurs explicatifs. Alors, vous avez mentionné dans les solutions qui ont déjà été mises en œuvre pour lutter notamment contre la non-inscription, donc la réforme qui rend automatique l'inscription des Français qui acquièrent la nationalité. Et du coup, je voulais vous demander quelles solutions supplémentaires pourraient être mises en œuvre, notamment pour lutter, du coup, cette fois contre la mal-inscription. Alors, cette réforme dont je vous parlais, qui a introduit l'inscription d'office pour les Français qui viennent d'acquérir la nationalité française, elle a été aussi porteuse d'une nouveauté, d'un nouveau calendrier de l'inscription électorale qui, en théorie, aurait pu aurait pu réduire le problème de la malinscription en France. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2019, il fallait, pour changer de lieu d'inscription, demander sa réinscription avant le 31 décembre de l'année précédant le scrutin. C'était un calendrier tout à fait discriminant politiquement, puisque à part des gens très politisés, à Noël, précédant les scrutins qui en France ont la plupart du temps lieu au printemps, on est extrêmement peu à penser à changer le lieu d'inscription en vue d'élections qui auront lieu plusieurs mois plus tard. Donc c'était très problématique et ça expliquait la difficulté à lutter contre et la non-inscription et la malinscription. Cette réforme, elle a été porteuse d'un changement de calendrier puisqu'il est désormais possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 6e vendredi précédant un scrutin. Donc, qu'est-ce que ça apporte comme élément plutôt propice à la lutte contre la malinscription? C'est qu'on peut faire sa démarche de réinscription
à un moment où les campagnes électorales sont déjà commencées. En tout cas, pour la présidentielle, il est évident que 6 semaines avant le scrutin, eh bien, la campagne bat son plein et que donc, ça paraît moins incongru d'aller inciter les citoyens à changer leur lieu d'inscription pour pouvoir voter juste quelques semaines plus tard de façon beaucoup plus aisée pour le scrutin à venir. La difficulté, c'est que pour la première fois, cette mesure a été mise en œuvre en 2019 et que les scrutins qui se sont succédés depuis ont montré que les partis n'investissaient absolument pas les possibilités laissées par cette réforme. On n'a pas du tout observé de campagne en faveur de l'inscription sur les listes électorales en France. Il n'y a pas de tradition historique, à l'inverse de ce qui se passe aux États-Unis, qui est évidemment un des autres grands pays démocratiques à imposer une inscription à ses citoyens. Aux États-Unis, il y a une tradition d'incitation à l'inscription sur les listes électorales parce que l'inscription a très tôt été identifiée comme un problème, un obstacle à la participation. En France, on a identifié ce problème très récemment. Il a en partie été alimenté par l'inscription d'office des jeunes de 18 ans, puisque on a, en introduisant l'inscription d'office à 18 ans et seulement à 18 ans, on a freiné mécaniquement la non-inscription des jeunes, on l'a arrêté, mais par contre, on a produit de la malinscription quelques années plus tard. Ce n'était pas volontaire, mais on s'en est aperçu après. Donc, c'était un des effets non voulus de cette inscription d'office. Et donc, en France, il n'y a pas de campagne traditionnellement en faveur d'inscription. Et aujourd'hui, on estime que les partis politiques n'ont tout simplement plus les forces militantes nécessaires, les forces de terrain nécessaires pour mener de véritables campagnes en faveur de l'inscription. Et force est de constater que les médias grand public n'ont pas relayé jusqu'à aujourd'hui cette incitation au changement d'inscription. Alors, c'est sans doute lié au fait que, on n'a pas eu de campagne de grande intensité depuis 2019. Et puis, il y a eu le confinement, il y a eu tout ce contexte que l'on connaît. Mais enfin, l'état des partis politiques laisse un peu sceptique aussi sur la capacité, y compris l'année prochaine, des partis à finalement investir cette possibilité qui est pourtant nécessaire à faire voter son électorat, puisque on voit très bien avec les taux d'abstention très importants que l'on enregistre, que lorsque l'abstention est élevée, celui qui a des chances de gagner, c'est celui qui parvient à mobiliser son électorat potentiel. Et donc, les partis devraient, avant même de se poser la question de comment on va essayer de convertir quelqu'un qui n'est pas complètement d'accord, etc., devrait d'abord se poser la question de comment on facilite le vote de ceux qui sont déjà a priori favorables aux options, aux valeurs que l'on représente. Et ça, c'est assez peu ancré dans l'esprit des partis politiques français. Et donc, à mon avis, il faudrait aller beaucoup plus loin et supprimer l'obstacle de l'inscription par la généralisation de l'inscription d'office. C'est-à-dire se plier à des démarches qui existent dans d'autres grandes démocraties, qui consistent à chaque fois que les citoyens déménagent, à opérer leur inscription automatique dans la commune où ils s'installent. Alors, c'est très facile à faire, c'est extrêmement facile à faire. En France, ça a été plusieurs fois proposé, il y a une vraie résistance politique à cette évolution. Mais une résistance politique presque philosophique qui s'explique par référence à la Seconde Guerre mondiale et au souvenir d'un État fort qui suivait ses citoyens à la trace, qui marquait ses citoyens, qui les suivait géographiquement dans leurs déplacements. Et donc, ça rappelle des procédures de contrôle des citoyens par l'État qui, jusque-là, ont poussé à ne pas généraliser l'inscription d'office qui nécessite effectivement une connaissance par les communes des déplacements géographiques des citoyens.
bon, je pense qu'aujourd'hui, voilà, le temps fait son travail. Au regard de la nécessaire inclusion, notamment des jeunes, hein, dans la participation électorale, peut-être le débat se posera-t-il autrement, et peut-être nos élus seront-ils prêts à passer, hein, ce cap-là, avec pour ambition de faciliter la participation. Et pour faciliter la participation, ne pas obliger les citoyens à faire cette démarche préalable à l'exercice du droit de vote, voilà, ça paraît important. Ça ne suffira pas, évidemment, à réenchanter la politique et à faire que tout le monde aille voter, hein, je n'ai absolument pas dit ça. Mais ça rendra plus facile la participation, notamment pour une présidentielle, et notamment de tous ces jeunes qui iraient voter s'il il leur était plus facile de voter. Je pense aux étudiants, je pense voilà, aux jeunes cadres plutôt politisés qui procrastinent et qui seraient immédiatement intégrés à la réintégrés à la civilisation électorale, en quelque sorte, par cette réforme qui est très peu coûteuse à faire et donc qui est une de nos préconisations. Alors, tout à l'heure, vous nous donniez l'exemple d'un étudiant ou d'une étudiante, je ne sais plus, qui n'avait pas été au bout de sa procuration. Et justement, on a une question dans le live au sujet des procurations de Jonathan. Il demande, est-ce qu'on dispose de données qui montreraient que les procurations freinent la participation, dans le sens où les gens n'auraient pas confiance dans le fait de voter par procuration? Alors, ça, on le mesure, je vais vous dire, chez une catégorie très particulière de citoyens, ceux qui sont en situation de détention. Les citoyens qui sont en situation de détention ont un droit de vote. La plupart ont conservé leur droit civique et jusqu'en 2019 avaient pour modalité essentielle, hein, de participation électorale possible ce vote par procuration. Et en travaillant avec les détenus, on s'aperçoit que c'est une modalité qui peut voilà, ne pas intéresser parce qu'elle pousse à confier voilà, son choix électoral à des personnes en qui on n'a pas forcément très confiance ou en des proches avec qui on n'a pas envie de partager son choix. Elle rend dépendant de quelqu'un d'autre. Elle pose question en termes de secret du vote. Donc et puis elle revient à déranger quelqu'un. Voilà, elle met dans la dépendance en fait. Et donc c'est de ce point de vue-là, hein, puisque la question était posée avec cette optique-là, de ce point de vue-là, c'est pas une modalité qui est extrêmement appréciée. Et surtout, ce qu'on observe en dehors de ces questions de vote des détenus, donc c'était très peu, ça a été très peu mis en œuvre, hein, quand c'était une des principales modalités de vote des détenus, c'était très peu mis en œuvre. Et puis, depuis 2019, les détenus peuvent voter par correspondance. Et là, il y a un usage beaucoup plus fort de la possibilité de voter par les détenus. Mais pour revenir sur la procuration, en dehors de ces situations-là, il est surtout extrêmement compliqué d'aller au bout d'une procuration. Et paradoxalement, l'évolution récente des modalités qui passe par une dématérialisation partielle possible de la procédure. Hein. On peut télécharger un document sur le site du ministère de l'Intérieur et commencer à remplir les documents pour la procuration de façon, voilà, sur un document qu'on télécharge sur un ordinateur. Mais dans tous les cas, ça n'exonère pas de la nécessité du déplacement dans un commissariat ou dans une gendarmerie, etc. Et donc, ce cumul des deux façons de procéder a quelque part encore plus compliqué, hein, la modalité. Les quelques études dont on dispose sur les procurations montrent que la sociologie des procurations est tout à fait particulière. Ce sont les gens très politisés qui font les procurations, parce qu'il faut quand même le vouloir. D'abord, ça suppose qu'on anticipe. Hein, et donc l'anticipation, par définition, on se projette dans l'acte politique, donc ça renvoie à une culture, voilà, à une culture politique plus marquée que celle de la plupart des gens. Et puis, il faut vraiment être capable de payer le coût d'un déplacement voilà, vers une institution pour aller au bout de cette modalité-là. Donc, le vote par procuration,
tel qu'il fonctionne en tout cas en France. Donc, c'est pas du tout et pas du tout facilitateur de la participation électorale. Donc, la procuration, telle qu'elle fonctionne, ça laisse sceptique. Alors, je vous propose de passer à la seconde partie du coup, de notre entretien, expliquer l'abstention. Alors, l'une des explications qui est souvent avancée pour expliquer la montée de l'abstention repose sur des raisons d'ordre politique. C'est-à-dire que l'abstention serait la conséquence du dégel des clivages institutionnels, religieux et sociaux, mais vous expliquez que ces transformations, elles ne représentent qu'une série de facteurs parmi tant d'autres. Donc, on va essayer de passer en revue ces facteurs et de les expliquer. Du coup, je vais poser une question qui a été posée sur le live de la part de Emma, qui demande est-ce que vous ne pensez pas que la forte abstention constatée pour ces dernières élections résulte d'un désintérêt à l'égard de la politique et d'une méconnaissance des pouvoirs des régions et des départements? Donc, une double question finalement. Oui, Emma a tout à fait raison, c'est les deux. Évidemment, le désintérêt à l'égard de la politique institutionnelle, au-delà du désintérêt, du désenchantement, les citoyens sont de plus en plus nombreux à dire aux journalistes, aux enquêteurs, aux sociologues, à tout le monde, à clamer leur scepticisme quant à la capacité de la politique institutionnelle à faire changer leur vie, à améliorer leurs conditions d'existence. C'est particulièrement marqué dans les milieux fragiles, qui cumulent les difficultés et qui attendent a priori des politiques qui les aident à résoudre un certain nombre de leurs difficultés. Donc, il y a un désenchantement. La succession d'alternances politiques qui n'a pas mené à un changement des modes de vie, à une amélioration, à une alternative finalement dans le quotidien, a contribué à éloigner des urnes, notamment une partie des milieux populaires qui ont été longtemps très participationnistes, même si c'était même si le niveau d'études et la fragilité économique a toujours été un facteur d'abstention, mais enfin on a eu des milieux populaires, des milieux ouvriers notamment, qui ont beaucoup voté en France pendant très longtemps, et notamment portés par l'espoir que les changements, que les alternances politiques allaient contribuer à des changements dans les modes de vie et à des améliorations. L'expérience d'alternances successives qui ont déçu a alimenté un fort désenchantement. Et qui, au-delà, qui atteint aujourd'hui, bien au-delà des milieux populaires, qui atteint nombre de citoyens, et qui explique que les gens se posent la question de savoir si ça a un intérêt d'aller voter, puisqu'ils n'ont pas l'impression que ça change grand-chose à leur vie. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les personnes d'un certain âge continuent d'y aller, même en n'y croyant pas tellement plus que les jeunes, par devoir, mais sans plus y croire. Ça, c'est une des leçons que l'on tire de ces taux d'abstention très importants que l'on enregistre depuis quelques années. C'est que en parlant à des votants et à des abstentionnistes, ils ont en commun, ils ont en partage ce même scepticisme, ce même désenchantement politique. Donc, les votes désenchantés des votants ne sont pas tellement plus réjouissants du point de vue de la démocratie représentative que les silences des abstentionnistes. Donc ça interroge vraiment. Donc, il y a cette question-là du désintérêt, mais pas du désintérêt à l'égard de la politique de façon générale, mais désintérêt à l'égard de la politique institutionnelle qui trouve dans le vote son moment d'appel rituel. Alors, par ailleurs, vous avez tout à fait raison, c'est Emma, je crois, de souligner le fait qu'à ce désintérêt, à ce désenchantement, s'est ajouté pour cette élection-là en particulier une incompréhension des règles du jeu électoral. Mais qui a de multiples dimensions, qui renvoie à de multiples dimensions. D'abord parce qu'il y avait deux scrutins. Il y avait deux scrutins avec des modalités, avec des modes de scrutin différents. Dans un cas, c'était un scrutin de liste, dans l'autre, c'était des binômes, avec des règles du jeu qui sont différentes et qui ont mené les formations politiques à présenter leur candidature différemment. Ce qui fait qu'un même électeur pouvait avoir à voter en faveur de partis qui se présentaient comme concurrents
pour une des élections, par exemple pour les départementales, et comme allié pour les régionales. Donc, ces alliances à géométrie variable ont complètement perdu les électeurs, qui par ailleurs sont déjà perdus parce que les repères traditionnels qui structurent l'espace politique français, les repères gauche-droite notamment, qui continuent de constituer les repères à minima des citoyens un tout petit peu politisés, ces repères-là ont eux-mêmes été brouillés depuis 2017 en particulier, avec un nombre de candidats de plus en plus important qui se revendiquent du ni droite ni gauche, un peu de tout. Bon. Et ça, quand on n'est pas un spécialiste de la politique et qu'on ne décrypte pas les programmes, qu'on ne passe pas un temps à étudier les programmes, à écouter les candidats, à les chercher, parce qu'il fallait trouver une explicitation des programmes dans les médias pour ces élections. Donc, quand on n'est pas soi-même en recherche, eh bien, on avait très, très peu de repères qui permettaient de décrypter l'offre électorale. Et donc, voilà, une offre partisane complètement brouillée, des modes de scrutin différents, des territoires aussi qui suscitent un certain désintérêt. Pourquoi ? Parce que ces grandes régions-là qui ont été constituées récemment, elles sont tellement lointaines que pour la plupart des citoyens, ces élections n'étaient pas des élections locales. Je racontais la semaine dernière que je m'étais retrouvée face à une électrice qui ne savait plus, qui ne se souvenait plus du type de scrutin auquel elle venait de participer. C'était la sortie du bureau de vote. Elle m'a dit, j'ai voté pour le département et puis pour, vous savez, les élections nationales. Donc, c'est dire que les régions, aujourd'hui, la région, c'est loin, c'est du lointain, c'est pas du vote de proximité. Parce que les conseillers régionaux ne sont pas des figures qui sont identifiées, ce ne sont pas des territoires dont on perçoit les effets sur le quotidien, mais on ne les perçoit pas. Pourquoi ? Parce que le cadrage médiatique et partisan de la campagne ne l'a pas permis non plus. Ces élections ont été investies aussi bien par les partis que par les médias. C'était encore plus le cas avant le premier tour qu'entre les deux tours, ont été investies à partir de cadrages et d'enjeux nationaux. Et donc, évidemment, les citoyens n'ont pas été en mesure de percevoir que finalement, ces élections départementales, régionales pouvaient avoir un impact très concret sur leur vie, parce que personne n'est venu leur expliquer l'impact concret que ça pouvait avoir. Les messages qui étaient perceptibles étaient des messages sur, en gros, l'enjeu national de sécurité. Et puis, on a bien compris que les partis politiques étaient déjà en pré-campagne présidentielle et instrumentalisaient le scrutin au service d'autres fins que celles des élections en question. Donc, tout ça, ce n'est pas du tout favorable à la compréhension des scrutins par les citoyens et ça contribue évidemment à ce que ceux qui ne veulent pas voter à l'aveugle restent à distance. Et finalement, on ne peut pas leur reprocher, on ne peut pas reprocher à des citoyens à qui on n'a pas expliqué à quoi allaient servir ces élections de ne pas se rendre aux urnes et de ne pas répondre complètement à l'injonction civique. Donc, encore une fois, les personnes âgées, pour certaines, pour une partie, y allaient quand même. Mais ce n'est pas pour autant que ces personnes avaient compris l'enjeu des élections. On s'est retrouvés. C'était intéressant, les sorties d'urnes. C'est toujours intéressant, la sortie des bureaux de vote. Mais là, c'était intéressant. On a accompagné à la sortie du bureau de vote une personne qui n'arrivait pas, elle venait de mettre son bulletin dans l'urne, elle n'arrivait pas à reconstituer la logique de production du vote. Donc, elle a voulu nous montrer sur les affiches qui reproduisaient les professions de foi, et elle a essayé elle-même de reconstituer ce qui avait mené à son choix. Donc, c'était très, très compliqué de se positionner pour les électeurs cette fois-ci. Et c'est aussi la raison pour laquelle les sortants était évidemment privilégié parce que parmi les électeurs, parmi les votants, le petit nombre de votants qui s'est déplacé, eh bien évidemment, les sortants étaient quand même mieux identifiés que les autres. Pouvaient faire valoir un bilan, avaient pu être davantage présents sur le terrain avec une action davantage relayée que les nouveaux qui
qui n'avaient aucune chance d'être même visibles, hein, d'être identifiés par les électeurs. Donc évidemment qu'un contexte pareil favorise mécaniquement les sortants. Et vous avancez un autre facteur d'explication dans votre ouvrage, et vous l'avez d'ailleurs un petit peu mentionné déjà. Vous écrivez que le fait de participer à une élection s'inscrit dans une économie normative plus globale, c'est-à-dire que l'exercice du droit de vote renvoie à la notion de devoir citoyen. Et ce devoir est plus ou moins intégré par les individus, et vous nous parliez tout à l'heure notamment des différentiels générationnels à ce sujet. Donc je voulais vous demander en quoi le rapport que les individus entretiennent à cette norme a une influence sur les comportements électoraux. Et j'en profite également pour rattacher une question qui a été posée dans le live précisément à ce sujet-là. C'est Emma qui vous demande, est-ce qu'il ne faudrait pas inculquer davantage la notion de devoir de vote dans l'éducation, et notamment par le biais de l'éducation morale et civique à l'école? Alors, c'est une très belle question. Alors, il existe, l'instruction morale et civique, elle existe à l'école. On est même un des pays européens qui, en théorie, consacre le plus d'heures à l'enseignement civique dans les programmes. Donc, ce n'est pas une question de non-reconnaissance de la nécessité de former les citoyens par nos ministres de l'Éducation nationale successifs. Mais c'est une question d'inadaptation du contenu, des modalités choisies à ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, fabriquer la citoyenneté, ça ne peut pas se faire comme il y a 50 ans, et notamment, et a fortiori, comme il y a 100 ans. On n'est plus sous la Troisième République. Il ne suffit plus de dire aux jeunes, on disait tout à l'heure, voilà, c'est pas bien, il faut aller voter. Voilà, il y a l'injonction, la morale civique n'est plus susceptible de produire des effets sur les jeunes générations. Les jeunes qui sont issus de la démocratisation scolaire, ils ont appris le sens critique. Ils ont appris à comprendre, ils décortiquent, ils analysent. Et donc, quand ils ne comprennent pas, ils résistent. Et c'est un des effets de l'éducation. Paradoxalement, une plus longue éducation conduit aussi à un rapport plus critique aux institutions, et donc à une exigence plus forte à l'égard de l'offre politique dont les partis doivent tenir compte. Et donc, ce qu'il s'agit de faire à l'école, là où je rejoins Emma, c'est que cette question notamment du rapport des jeunes aux institutions, elle ne peut être posée qu'en interrogeant le rôle de l'école. Et en travaillant sur les modalités les plus susceptibles d'accompagner les jeunes dans leur première expérience électorale. Parce que c'est ça que nous disent les jeunes. Vous savez, ils votent très, très peu, mais quand on les interroge dans des enquêtes, d'une part, ils nous disent « oui, on participe autrement ». Donc ça, c'est une chose, en effet. Là, il y a une partie des jeunes, en tout cas, qui participent aux marches en faveur du climat, qui participent à des mouvements de mobilisation plus informels, d'autres participent à des manifestations. Bon, d'autres s'engagent dans des associations. Les jeunes s'engagent beaucoup dans des associations, mais des associations assez déconnectées du monde institutionnel. Et c'est ça la nouveauté, c'est l'absence de lien aujourd'hui entre l'engagement associatif, avec des actions très concrètes, une volonté de voir tout de suite, assez vite, les effets de son engagement, et le fonctionnement institutionnel. On a l'impression que ce sont deux mondes parallèles, sans plus de lien. Il n'y a plus d'intermédiation entre ces deux mondes. Donc les jeunes nous disent, d'un côté, je m'engage, mais je ne m'engage pas dans des partis politiques, et la politique institutionnelle ne m'intéresse pas forcément. Même si je m'engage et je m'intéresse aux autres, etc. J'exerce mon sens de l'autre, de la solidarité, etc. Mais ils nous disent aussi, on n'est pas accompagné suffisamment au lycée pour décrypter les enjeux politiques, les règles du jeu politique. On ne nous apprend pas ce que c'est la gauche et la droite, en gros. Et on aimerait bien être accompagné pour ça. Et on a eu des expérimentations qui ont été faites dans certains pays anglo-saxons notamment, qui montrent qu'à la condition que l'école s'ouvre au débat politique extérieur, donc qu'on brise le tabou du maintien de la politique à l'extérieur de l'école, alors on peut tout à fait
contribuer à l'école à construire de la citoyenneté active, construire de l'intérêt pour la politique, aider les jeunes qui n'ont pas la chance d'être dans des familles politisées à décrypter voilà, l'espace politique, à comprendre un peu les règles du jeu. Et c'est vrai que si l'école ne prend pas en charge cette formation-là, alors elle n'est prise en charge aujourd'hui par aucune instance officielle, puisque les partis politiques sont voilà, beaucoup trop moribonds et beaucoup trop petits pour prendre en charge des missions de pédagogie et de socialisation politique. Et l'école ne le fait pas parce que l'école a une approche très institutionnelle, des choses très théoriques des choses. Et donc, ça revient à laisser en gros les familles prendre en charge complètement la socialisation politique des enfants. Et donc, ça revient à laisser se perpétuer les inégalités sociales d'intérêt pour la politique. Hein, puisque, voilà, si vous avez des parents qui sont politisés, bon, ils vous emmènent au bureau de vote, vous discutez à table la veille du scrutin, ça vous donne une idée, vous les aidez à décrypter, vous y allez aussi hein, le lendemain. Si vous n'évoluez pas dans ce type de famille-là, alors vous n'avez aucune chance de bénéficier de cet éclairage et de cet accompagnement par un collectif. Or, on sait très bien que voilà, le vote, ça reste un acte collectif et qu'on a besoin de l'éclairage des anciens, des discussions avec des amis qui sont plus politisés pour se faire une idée et puis pour décrypter. Donc, évidemment que l'école doit être interrogée dans son rôle et on ne sortira pas de cette abstention massive des jeunes sans renouveler la manière dont l'école produit de la citoyenneté aujourd'hui. Alors, vous mettez en avant l'importance d'accompagner donc les jeunes dans leurs premières expériences électorales. Et à ce sujet, qu'est-ce que vous pensez du droit de vote à 16 ans? Est-ce que ça pourrait être une solution pour lutter contre l'abstention des jeunes? Alors oui, je pense que ça peut être une solution et je ne suis pas la seule. Hein, il y a des électoralistes, notamment aux États-Unis, qui plaident en faveur de l'abaissement de l'âge électoral pour des raisons liées à ce que je viens de vous dire. En fait, paradoxalement, puisque les jeunes s'abstiennent beaucoup, donc on nous dit parfois, mais déjà ils s'abstiennent beaucoup à 18 ans, alors si on abaisse à 16 ans, on va enregistrer encore plus d'abstention. En fait, ce n'est pas sûr parce qu'à 16 ans, d'une part, on est encore au lycée et d'autre part, on est encore chez ses parents. Et donc, on pourrait imaginer que non seulement les familles, mais que les établissements scolaires, justement, prennent en charge de façon très concrète l'accompagnement des premières expériences électorales si elles avaient lieu à un moment où les jeunes sont encore vraiment là. Hein. Là, à 18 ans, les jeunes sont entre deux, ils sortent du lycée, voilà, certains ont commencé leurs études supérieures, etc. Ils sont plus mobiles, ils sont plus... bon. À 16 ans, ils sont plus stables et ils sont plus encadrés. Et donc, on pourrait imaginer que le vote à 16 ans pourrait bénéficier de cet accompagnement avec une capacité d'entraînement plus forte à 16 ans qu'à 18 ans. Or, on sait aussi que le vote, ça s'acquiert par habitude. Hein. La pratique électorale, on l'a déjà dit, ça s'acquiert aussi par habitude. Si on arrive à faire voter 2-3 fois d'affilée un citoyen ou une citoyenne de 16 ans à 18 ans, eh bien, on se donne plus de chances d'en faire un votant plus constant par la suite. Hein, c'est-à-dire qu'en l'ayant accompagné de façon assez marquée très jeune, eh bien, on a toutes les chances d'avoir déclenché voilà, une sorte d'habitude hein, de participation dont la démocratie représentative sera l'heureuse bénéficiaire ensuite pour de nombreuses années. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas toute seule à être plutôt favorable à l'abaissement de l'âge électoral, mais à la condition évidemment que ça s'accompagne de toute une réflexion sur la manière d'accompagner les jeunes de 16 ans dans ces premiers actes civiques.
hein, bien évidemment. Ce qui n'est pas une question simple. Hein, quand je vous disais tout à l'heure, voilà, il faut briser le tabou de la politique et de l'école. C'est un tabou. Et donc, voilà, évidemment, évidemment que ça suscite débat, que ça suscite des peurs et que ça mérite une vraie discussion, un vrai débat de société. Que cette façon de socialiser les jeunes à la politique par le biais de l'institution scolaire. Ça ne peut pas être fait n'importe comment, ça doit être fait de façon très encadrée, très réfléchie, avec évidemment très contrôlée, puisqu'il ne s'agit pas de soumettre les jeunes à des influences voilà, d'un seul parti, par exemple, ou, évidemment, hein, évidemment. Donc, ça doit être fait de façon très sereine, posée. Ça doit faire l'objet d'un consensus sociétal, hein, j'ai envie de dire, pour que ça fonctionne. Mais vraiment, c'est une piste à explorer pour vraiment essayer de réconcilier notamment les jeunes avec la démocratie représentative. On a Fanny qui nous pose aussi une question dans le live. Pourquoi la France ne passe pas à un système de vote par correspondance comme aux États-Unis? Alors, en France, on a pas mal de détracteurs hein, de cette modalité-là. Et la preuve, c'est que, alors qu'on était en pleine crise sanitaire et qu'il a été question de reporter le calendrier électoral des régionales et des départementales, certains élus ont mis sur l'agenda cette question du vote par correspondance en proposant de mettre en œuvre du vote par correspondance plutôt que de décaler le calendrier électoral. Et vous vous souvenez, il y a eu des débats politiques, il y a une commission sénatoriale qui a étudié les différentes possibilités et qui a conclu au fait que voilà, on n'était pas prêt, en gros, à mettre en œuvre des modalités de vote par correspondance. Les blocages, ils sont de divers ordres, mais ils sont en partie liés à la peur qu'ont certains élus de formes d'influence qui pourraient s'exercer sur des électeurs en dehors de l'isoloir. Mais ce sont des risques voilà, de rupture du secret du vote, vous voyez, des risques d'entraînement électoral qui pèsent aussi bien sur le vote électronique, j'ai envie de dire. Dès lors qu'on accepte l'idée qu'on ne peut plus voter aujourd'hui comme on votait il y a 50 ans, qu'aujourd'hui on est dans une société de la mobilité et que si on n'accepte pas l'idée qu'on peut faire voter, que dans une société de la mobilité, on doit pouvoir voter où qu'on soit, qu'on continue d'imposer le rituel du vote à l'urne, un seul et même jour, on se prive de ces électeurs qui bougent beaucoup, qui sont loin, qui sont... Si on accepte de changer les modalités du vote, par exemple en mettant en place du vote électronique, en mettant en place du vote étalé dans le temps, dans ces cas-là, va se poser systématiquement cette question-là. Dès lors qu'on n'est pas dans un isoloir, on peut toujours imaginer que les individus sont soumis à des influences extérieures quand ils vont mettre leur bulletin dans l'enveloppe. Hein, quand vous produisez un vote par correspondance, vous êtes chez vous, voilà, vous pouvez avoir vos parents sur le dos, vos grands-parents, vos copains, votre mari, votre femme qui vous influencent. Bon, en réalité, ça n'est que la mise en évidence de la manière dont les votes sont produits. Hein, parce que c'est un leurre que de croire qu'il suffit d'un rideau d'isoloir pour que le vote soit le produit d'une raison complètement isolée, voilà, qui n'a subi aucune influence. Bien entendu, le vote est le produit d'échanges et d'un collectif. Mais il est vrai qu'on peut très bien imaginer qu'au final, voilà, quelqu'un qui serait complètement, qui afficherait vis-à-vis d'un proche, voilà, souscrire à la même orientation électorale, peut finalement faire ce qu'il veut hein, dans l'isoloir. À la maison, c'est plus difficile. Mais j'ai envie de dire, il y a un moment où ces taux d'abstention qui sont absolument gigantesques doivent peser aussi. C'est-à-dire que l'inclusion démocratique, elle a un coût à payer. Et peut-être ce coût vaut-il la peine d'être payé, même si, en effet,
il est sans doute plus simple d'obtenir de quelqu'un qui ne connaît pas bien l'offre électorale de placer un bulletin dans l'urne qui vous convient que lorsque cette personne est dans l'isoloir. Mais il y a tout un tas de démocraties qui le font, hein. En Allemagne, on vote par correspondance depuis 1957 et le recours à cette modalité de vote est devenu extrêmement fréquent. Il y a plus d'un quart il y a plus d'un quart des inscrits en Allemagne qui ont utilisé le vote par correspondance pour les dernières élections fédérales. Hein, et c'est le cas pour tous les types d'élections, d'ailleurs, pas seulement les élections fédérales. Vous l'avez rappelé, Sabrina, aux États-Unis, lors de la crise sanitaire, le recours très large au vote par correspondance a permis une participation électorale très importante et a abouti au résultat que l'on sait, permettant à des catégories entières de la population de voter sans difficulté. Donc, pourquoi en France, on résisterait à ces évolutions dans les modalités de vote et pourquoi on s'arc-bouterait sur des modalités qui, voilà, encore une fois, sont héritées d'un passé tout à fait honorable, mais qu'il faut peut-être apprendre à dépasser aussi. Merci Céline Braconnier. On arrive à la fin de ce live. Alors, vous avez bien souligné que expliquer l'abstention implique de prendre en compte plusieurs facteurs sociaux, générationnels, politiques, des facteurs liés à la connaissance de l'offre électorale, à la clarté des enjeux des élections, mais aussi s'intéresser au rapport des Français, à la norme participationniste, à la notion de devoir citoyen. Et on a aussi parlé des solutions, hein, parce qu'il y en a. Vous avez parlé de la de la généralisation, pardon, de l'inscription automatique du vote à 16 ans, et puis des réflexions que l'on pourrait engager sur les modalités du vote pour changer ces modalités du vote. En conclusion, on a donc des moyens de lutter contre l'abstention et vous l'avez bien montré. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup pour cette invitation et merci Sabrina pour votre dynamisme au service de la compréhension par nos citoyens des phénomènes politiques par l'approche science sociale. C'est très important ce que vous faites, donc bravo à vous. Merci beaucoup.